À présent, en direct sur Film FM et d'Amirador, Monsieur Aliouba, président du modèle, notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador, bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée qui vous écoute. Bienvenue sur notre antenne. Bien, bienvenue sur notre antenne. Tout le plaisir de vous avoir. Après, quand même, un peu plus de 2 mois, si je m'abuse, c'est votre première prise de parole depuis que vous êtes à l'étranger, vous êtes en tournée. Dites-nous, vous avez peut-être. Je vais laisser la première question à Koumba. Allez-y, à Koumba. Monsieur Aliouba, avez-vous fui la Guinée ou quoi? Non, je n'ai pas fui la Guinée, je suis passé par l'aéroport pour venir ici. Lorsqu'on fuit la Guinée, surtout dans le contexte actuel, je pense qu'on ne vient pas à l'aéroport faire ses formalités et voyager. Vous savez, depuis 2016, quasiment, je me retrouve en cette période de l'année ici aux États-Unis pour participer à plusieurs activités, dont entre autres celles qui sont liées à la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies. Parce qu'il faut savoir qu'à cette période, il y a beaucoup d'activités qui se passent dans les instances onusiennes. Depuis 2016, j'ai une qualification qui me permet de participer à des panels de discussion, de faire des rencontres, éventuellement des contributions. Donc, c'est un agenda ordinaire qui a été un peu exceptionnel pendant les 2 années de Covid, où les activités se tenaient par visioconférence. Donc, c'était normal. C'était dans mon agenda de l'année que je sois aux États-Unis en cette période. Bien, ouais, Talibé. Alors, justement, puisque ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu aux États-Unis, à New York, est-ce que vous avez fait les couloirs de ce sommet? Est-ce que vous avez finalement le sentiment, comme certains le disent, ou en tout cas c'est une question qu'on se pose ici, est-ce que déjà avec le sommet, en tout cas à quelques heures du sommet, vous aviez le pressentiment que la Guinée n'échapperait pas à des sanctions? Bon, écoutez, Talibé, d'abord c'est toujours triste pour son pays de se savoir sous cet angle d'appréciation de nos voisins tout d'abord et de l'ensemble de la communauté internationale plutôt. Ça ne fait jamais plaisir de savoir son pays sur un tel registre, donc nous ne nous réjouissons pas de ce qui est en train d'arriver à la Guinée, mais bien entendu, tout ceci était prévisible. Parce que, vous savez, les efforts qui ont été fournis depuis le début de cette transition, je pense que dans l'histoire de nos transitions, il n'y a pas eu celle qui a eu plus de chance que le CNRD, parce que dès le lendemain du 5 septembre, toutes les organisations politiques et sociales se sont mobilisées pour décider d'accompagner par les idées, le lobbying, les initiatives, les conseils, les critiques. Chaque Guinéen s'est investi pour qu'au moins que le discours que le colonel avait prononcé le 5 ait du poids et un sens, c'est-à-dire tourner le dos aux pratiques anciennes et réinscrire la Guinée dans une nouvelle dynamique. Oui. Malheureusement, au fur et à mesure que la situation a évolué, nous nous sommes rendus compte que ces propositions et des idées n'ont pas compté aux yeux de ceux qui conduisent la transition. Évidemment que nous avions alerté, et personnellement, lorsque je suis passé chez vous à plusieurs reprises d'ailleurs, j'avais conseillé par rapport aux démarches et attitudes qu'il faut avoir vis-à-vis de nos voisins de la CEDEAO avec lesquels nous n'avons absolument rien à gagner à être en mal. Donc tous les indicateurs étaient quand même dans le sens que des sanctions ne pouvaient pas être évitables. C'est comme si d'ailleurs le CNRD les a provoquées. Parce que quand vous voyez les éléments essentiels que je considère comme étant des erreurs qui sont en train d'être commises, lorsque les responsables de la transition disent que la durée n'est pas leur préoccupation, c'est dangereux comme communication. Parce que comment cela pourrait être perçu par les voisins et puis les autres pays, c'est de dire que désormais vous voulez encourager que dans tous les pays de la sous-région, que tout groupe de militaires peut s'emparer du pouvoir et rester autant qu'il veut. Parce que c'est ce type de message que ça renvoie quand vous dites à la communauté internationale que la durée n'est pas votre préoccupation. Mais plutôt le contenu, on se rend compte que les restes... Voilà, justement, et c'est vraiment pas du tout une bonne communication. Je ne sais pas si ceux qui communiquent au nom du CNRD s'en rendent suffisamment compte, mais lorsque vous le dites, parce qu'il faut se mettre dans le cliché des autres, lorsque vous dites que la durée ne vous préoccupe pas et que c'est un contenu qui le définit, lorsque vous n'arrivez pas à trouver un véritable consensus, vous arrivez au pouvoir par le fait d'un coup d'État.
Donc vous n'avez pas été élu même par 1% des Guinéens. Mais c'est vous qui dictez l'agenda qui sera mis en exécution. Et dans ça, vous dictez tout. Et vous dites que la durée ne vous intéresse pas, mais plutôt le contenu, et que c'est vous-même qui mettez ce contenu. Ça voudrait dire que ça ne marche pas. Parce que vous pouvez mettre le contenu de votre choix, justifier tous les retards à travers vos propres initiatives et rester au pouvoir autant que vous voulez. Alors, la conclusion que les gens tirent de cette approche, c'est de dire, mais alors quand c'est comme ça, ce n'est plus la peine de dire que vous êtes dans une démocratie, ce n'est plus la peine de dire que vous avez des élections, parce que ça voudrait dire qu'on peut prendre le pouvoir par la force, y rester autant qu'on veut et justifier ça par la lourdeur d'un agenda ou par la nécessité de refondation. Donc, première erreur. Ouais. La deuxième, c'est de rester figé à refuser de discuter avec les acteurs politiques et sociaux représentatifs. Parce que lorsqu'on le dit, Aboubakar, c'est étonnant de voir que certains sont irrités pour dire que on nous dit que nous ne sommes pas représentatifs, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un pays qui nous a donné une très bonne expérience de la représentativité, en l'occurrence l'Afrique du Sud, pour ceux qui en savent. Lorsque Mandela est sorti de prison, c'est un dialogue tripartite qui a été organisé entre le mouvement Inkatha, l'ANC et le gouvernement d'apartheid. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres Sud-Africains ne voyaient pas leurs problèmes traités. On peut se retrouver autour d'une table, même pas en grand nombre, mais traiter les sujets les plus importants, sortir quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt de la Guinée et aller aux élections. Pour les partis politiques que nous sommes, on a besoin simplement d'aller à la compétition. Il appartiendra aux Guinéens de choisir qui veut, qui pourra les diriger, les gouverner pour la suite. Donc je pense qu'il y a eu une accumulation d'erreurs de la part du CNRD, je ne sais pas, peut-être c'est voulu, beaucoup de personnes peuvent le penser, peut-être que c'est non, et la diplomatie qu'on est en train de déployer, en l'occurrence celle du ministre de l'administration, plutôt du ministre des Affaires étrangères, honnêtement, pour ce que j'en sais, et selon les confidences que j'ai reçues, honnêtement, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce qu'il y a eu plutôt plus de, si vous voulez, à vanter des gens, à parler du président de la transition, à faire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais la diplomatie, c'est une autre histoire. Ceux qui sont en train de les conseiller en termes d'approche pour rassurer au niveau de la communauté internationale, ils sont en train de vraiment de s'emmêler les pinceaux et tout ça contribue à ne pas donner de la confiance. Et je terminerai sur la question en disant ceci. Ouais. Ceux qui disent, et le ministre de l'administration et du territoire l'a dit tout à l'heure, que le rapport du médiateur n'a même pas été examiné ou que la CEDEAO devait attendre, je ne sais pas quel rapport. Mais je rappelle que le médiateur lui-même était là à New York. Oui, mais le communiqué final même le mentionne. Le communiqué final même de cette session extraordinaire le mentionne. Le rapport a bel et bien été examiné. Absolument. Et le médiateur, il n'y a pas quelqu'un qui aujourd'hui a la crédibilité, la qualification nécessaire pour parler de ce qu'il a évalué en Guinée lors de ses 2 dernières visites que lui. Donc, dès lors que les autorités guinéennes ont accepté sa présence et qu'il a rencontré les différents acteurs, partout où il va parler, il sera audible. Donc, lui-même a fait le rapport au chef d'État. Et j'ai entendu aussi le ministre des Affaires étrangères dire que certains chefs d'État ont soutenu la Guinée, mais c'est tous les chefs d'État qui ont pris cette décision-là qui a été rendue publique à travers le communiqué final de la réunion. Ouais. Donc, il ne faudrait pas faire croire que la Guinée est fermée et que les Guinéens ne comprennent pas ce qui se passe. Ça ne sert à rien de déployer des gens pour aller raconter des choses. Il faut plutôt poser des actes. C'est par les actes qu'on arrivera à convaincre. Ce ne sont pas par les discours. Ça va nous coûter des gros moyens, mais ça ne ramènera aucun bon résultat. Ouais. On voit bien à la fois le CNRD et le gouvernement, en tout cas, insister sur, et là je tiens le mot du Premier ministre Bernard Goumou, sur le caractère impérieux des 2 recensements cités, donc en tout cas contenus dans le chronogramme de la transition proposé par le CNRD, à savoir le RGPH et le RAVEC. Est-ce que, selon vous, la réalisation de ces 2 opérations est-elle nécessaire dans le cadre d'un retour à l'ordre constitutionnel? Aboubakar, je me réjouis que vous me reposiez cette question parce que vous avez été ceux qui nous avez reçus dans vos studios lorsque le modèle a fait une réflexion autour de cette problématique par anticipation d'ailleurs, avant que le sujet ne soit apporté.
Et nous sommes venus avec de la documentation dans vos studios où nous avions présenté ce que nous estimions être le plus important à réaliser. En ce qui concerne le RGPH, il faut le rappeler, c'est un processus qui répond à des besoins d'ordre statistique, d'abord. Parce que ce sont des problématiques qui sont traitées par le secteur en rapport avec la planification du développement, des questions de développement. Et dans tous les pays, ça peut prendre au minimum 3 à 4 ans. Lorsqu'on vous parle de 24 mois, c'est excessivement impossible de le réaliser dans le contexte guinéen, avec tout ce que nous avons comme difficulté de réaliser le RGPH en deux ans. Même si c'était nécessaire de le faire, ce n'est pas possible. Il faut y travailler sur un long processus. La Guinée est l'un des pays qui a les plus grands problèmes statistiques de la sous-région. J'en sais beaucoup parce que je travaille dans le domaine du développement, des questions de développement. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'élément de référence. Donc, il faut tout reprendre. Donc, et le RGPH n'est pas du tout lié à la question du fichier électoral. Lorsqu'on met le fichier électoral au cœur de sa préoccupation, il y a une possibilité aujourd'hui de faire un recensement à caractère électoral. Tout le monde sait que les Guinéens qui ont l'âge de 18 ans et plus, au regard des dernières dispositions légales en Guinée, je ne sais pas, parce qu'il y a une nouvelle constitution en projet, et évidemment, ceux-ci peuvent être recensés, nous ne sommes pas si nombreux. Et d'ailleurs, je vous avais fait part des simulations que nous avions eu à faire dans notre réflexion par rapport à cette question-là. Pour dire qu'il suffit de déployer des agents, de les préparer à un nombre suffisant pour aller sur le terrain, avec aujourd'hui des tablettes. Le numérique nous donne tellement d'opportunités pour qu'au bout de 3 mois, que nous ayons un projet de fichier électoral qu'on peut consolider et au bout de 6 mois, nous allons avoir toutes les données disponibles, à savoir les 4,5 ou 5 millions de Guinéens qui peuvent être potentiellement des électeurs, parce que nous sommes, selon ce qui se dit, entre 12 à 13 millions. Ce n'est pas possible avec une population qui a peut-être 66-67% de sa population à moins de 18 ans. On ne peut pas avoir plus de 50% de la population qui peuvent avoir plus de 18 ans, donc qui peuvent devenir des électeurs. Ouais. Lorsque vous avez à peu près 50% de la population sur 12 millions, Aboubacar, ça va être dans l'ordre de 5,5 millions au maximum de Guinéens qui peuvent être des électeurs. Avec de la volonté politique, bien entendu, on peut réussir ces opérations-là. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités pour le faire. Mais il n'y a pas de volonté, en fait. On veut rallonger. C'est pourquoi, d'ailleurs, le CNRD veut parler du contenu. Parce qu'ils peuvent alourdir le contenu. Ils peuvent y mettre des choses impossibles à réaliser, embarquer tout le monde. Au bout d'un temps, on se met à l'évaluation. Ils se disent, oui, nous avions voulu faire ça, nous avons des problèmes, il faut qu'on rallonge. À force de rallonger, on a des difficultés. Donc, ce n'est pas du tout justifié. Nous savons que notre pays... Non, pas du tout, pas du tout. Ça ne s'adosse même pas sur la même base légale. Le RAVEC également, c'est la même chose. En plus, Aboubacar, il faut savoir qu'une autorité de transition n'est pas élue. Les questions de ce type peuvent être données à la responsabilité d'un gouvernement élu, une Assemblée nationale installée, qui peut faire des choses. Il faut que le CNRD comprenne que le plus grand succès que cette transition peut avoir, ce sont des élections transparentes, inclusives, qui peuvent permettre à d'autres Guinéens de continuer le travail. Si maintenant le CNRD ou certaines de ses composantes sont intéressés à exercer le pouvoir demain, à engager les réformes conformes à sa vision d'aujourd'hui, ils peuvent se constituer en parti politique, revenir conquérir l'électorat. En ce moment, ils parleront au nom du peuple de Guinée et ils poseront les actes conformément à leur mandat. Parce que continuer de dire que la durée n'importe pas, c'est d'abord se remettre en cause, parce que si on a combattu Alpha Condé, c'est parce qu'il a rallongé le nombre de mandats étant donné qu'il n'en avait pas le droit. Si maintenant on intègre ça dans la tête des gens, ça voudrait dire que n'importe quel militaire, n'importe quel civil qui arrive au pouvoir va dire la durée, c'est pas mon problème. C'est l'agenda que j'ai qui est mon problème. Alors ça, c'est un problème de communication très très sérieux. Ouais. Monsieur Aliouba, président du modèle en direct des États-Unis sur Film FM. Mamadou Diallo. Alors, ma première question est d'ordre économique en référence donc aux sanctions que les chefs d'État de la CEDEAO ont appliquées à la Guinée récemment. Donc, à son petit point B, il est dit que la CEDEAO décide de la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment de la BIDC. J'ai envie de savoir
quelle est la teneur, quelle est la portée que peut avoir justement cette sanction pratiquement ces jours qui suivent, puisque vous avez écouté qu'on est en train de négliger ces sanctions. Deuxièmement, c'est une question politique. Une fois encore, le dialogue a été un mot cité à la tribune des Nations Unies par le PM, et dans les négociations, dans les couloirs, on insiste que le cadre qui a été annoncé par décret la dernière fois est plus qu'inclusif. On n'attend plus que votre sursaut de conscience patriotique pour joindre ce cadre-là. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord la première question. Ouri, l'enjeu de la mesure économique éventuelle qui sera prise, d'abord est un enjeu psychologique. Vous savez, l'économie se construit autour de la confiance. C'est un paramètre psychologique. Dès lors qu'un tel message est envoyé, vous savez, quoi qu'il en soit, certains vont dire que la Guinée n'étant pas membre de l'UEMOA, nous ne serons pas suffisamment impactés, nous sommes un pays côtier, donc nous avons des opportunités. Alors c'est là qu'ils feront erreur en termes d'appréciation. D'abord, il y a un mauvais indice qui se fait. Pensez tout le temps à dire que l'acte Conakry-Bamako pourrait être, si vous voulez, un acte de consolidation ou alternatif. Étant donné que tout ce qui se passe au Sahel aujourd'hui constitue l'une des premières priorités des grands pays par rapport aux questions sécuritaires, et que aujourd'hui l'objectif c'est comment endiguer le risque sécuritaire dans le Sahel et le combattre là-bas au lieu de lui donner une chance de muter vers les côtes. Et la Guinée étant un couloir qui pourrait donner accès à la mer, c'est un élément très très important qu'il faut avoir comme élément d'appréciation. Et si j'étais à la place des conseillers du président de la transition, je lui aurais alerté par rapport à ces éléments-là. Il faut faire très, très attention. Il faut savoir comment le monde nous regarde. Parce qu'aujourd'hui, le fait que nous soyons dans un univers globalisé, tout ce qui se passe chez nous intéresse nos voisins dans la mesure où ils ont envie d'abord de protéger de s'assurer leur propre sécurité, donc de se protéger contre éventuellement des risques qui pourraient venir de nous. Alors, cette question économique, nous avons des pays autour de nous. Nous partageons beaucoup de choses. Ça veut dire que si toutefois ces décisions sont prises, quoi qu'il en soit, nos populations seront impactées. Tous les jours, les populations frontalières traversent la frontière, ont des marchés de l'autre côté. Et ces institutions bancaires peuvent, qui sont en réseau d'ailleurs, parce qu'il faut le savoir, lorsque vous avez des difficultés avec certaines institutions bancaires, ça veut dire que l'effet contagion est là. Les autres peuvent avoir des difficultés à travailler avec vous. Il ne faut pas avoir une fixation que sur une banque qui est sous l'autorité de la CEDEAO ou des pays membres de la CEDEAO. Il faut se dire que c'est un indicateur qui va amener les autres institutions bancaires, bien entendu, à avoir de la résistance et à avoir de la réserve à travailler avec vous. Toujours est-il que nous connaissons les difficultés économiques internes que nous avons. Et en plus de ça, les acteurs économiques internes eux-mêmes sont en train de quasiment arrêter ou ralentir toutes sortes d'activités. C'est pourquoi j'ai traité le sujet sur la question de la monnaie récemment à travers une de mes publications. Donc c'est pour vous dire que ce sont des sanctions dont on n'a pas besoin parce que l'effet contagion va être très très là. Bien. Maintenant, le deuxième élément, sur le cadre de dialogue inclusif institué par décret du président. Oui, allez-y. Bon, écoutez, vous savez, ces annonces-là ne peuvent pas rassurer aujourd'hui parce que il y en a eu de par le passé. Je crois que la classe politique représentative n'a pas tout besoin aujourd'hui de prouver sa bonne foi parce que nous avons toujours été là lorsque c'était nécessaire d'être là. Lorsqu'on nous a sollicité, on a toujours... La dernière rencontre qu'on a eue, c'était le 27 juin dernier autour de l'ancien Premier ministre. Donc, les documents que nous avons transmis aux autorités de la transition, le modèle, je veux dire, par exemple, on a des accusés-réceptions de toutes les propositions qu'on a formulées depuis le début de la transition. Nous avons envoyé partout, y compris au ministère de l'administration du territoire, dont nous avons l'accusé-réception, la présidence de la République, la primature, le CNT, tous ces organes ont reçu des propositions de la classe politique. Malheureusement, qu'est-ce qu'on en fait? À l'UE Place, il y a des petits calculs qui sont derrière, on a du mépris. Alors qu'un dialogue est nécessaire, lorsqu'on prend le pouvoir, même si on est élu par un score soviétique de 99%, on discute avec les gens. Alors, quand on arrive au pouvoir par le fait d'un coup d'État, d'abord, on n'a pas le droit de se poser la question sur la représentativité des gens, parce qu'on n'a pas été élu. Ça, c'est un. Deuxièmement,
lorsqu'on arrive comme ça, il faut trouver le plus large consensus possible. Gouverner, c'est un art. On ne le fait pas avec de l'arrogance et du mépris. Il faudrait bien qu'on le sache. Lorsqu'on arrive à créer un consensus autour de soi, bien entendu, on arrive à conduire les affaires du pays dans l'apaisement et on fait des résultats. Et lorsqu'on fait des résultats, c'est à l'actif des gouvernants d'abord. Alors, Abakar, lorsqu'on parle de dialogue, ça veut dire qu'on discute avec ceux qui sont en désaccord avec vous. Et on discute avec eux pour obtenir un accord. Et l'accord doit être mis en application. Alors, lorsqu'on propose un dialogue et derrière, on crée des mouvements, on incite des associations avec lesquelles on est déjà d'accord et on veut se retrouver autour de la table pour créer de la cacophonie, lorsqu'on est sérieux, on est ambitieux pour son pays, on ne cautionne pas ces genres de choses. Raison pour laquelle nous avons exprimé des réserves. Lorsque les conditions seront réunies et qu'on est rassuré que nos idées ne seront pas là pour être perdues, nous n'avons de la prétention à rien du tout. Mais si c'est important pour qu'on se retrouve dans un cadre idéal, honnêtement, Aboubacar, vous savez combien de fois nous aimons tous la Guinée. Bien. Nous nous retrouverons autour de la table. Aucun doute. Cependant, c'est pas ce que nous constatons malheureusement. Aucun doute, ouais. Allez-y, ouais. Alors, M. Ba, vous avez suivi en tout cas les nouvelles autour de Étienne Soropogui, qui a été arrêté avant-hier samedi au sortir d'une émission chez nous ici à FIM FM. Que savez-vous je disais, vous avez suivi les nouvelles autour de Étienne Soropogui qui a été arrêté avant-hier samedi au sortir d'une émission chez nous ici à FIM FM. Que savez-vous de ce que éventuellement on lui reprocherait? Est-ce que vous pensez aussi que son arrestation vient, en tout cas, compliquer justement l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue? Bien naturellement, parce que ça réduit encore la petite marge de confiance, parce qu'elle s'est évaporée, ça il faut le dire. Et l'arrestation, d'abord j'exprime toute ma compassion, toute ma solidarité à Étienne Soropogui, Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, Sekou Yaya Bari et toutes les autres personnes, qu'elles soient connues ou anonymes par rapport à la situation qu'ils sont en train de traverser. Ils le font pour la Guinée, ils le font pour leur pays. Et honnêtement, ils sont respectables et je crois qu'ils doivent continuer de tenir bon parce qu'ils ne sont pas des criminels. Je les connais tous personnellement. Je crois que leur place c'est pas la prison. Malheureusement, ce sont le passé qu'on a voulu mettre encore, sur lequel on a voulu mettre croix, qui est en train de revenir. Je crois que les autorités de transition doivent faire très très attention. Abakar, je vous fais remarquer que depuis l'annonce de mon passage aujourd'hui chez vous, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui pensaient que j'allais être même dans votre studio, ne sachant pas que c'était pas en Guinée, qui me disaient attention, il est possible qu'on vous fasse en filature et qu'on vous kidnappe. Vous savez, c'est une façon de dire que tout le monde est exposé aujourd'hui. Tous ceux qui ont des voix contradictoires à la conduite de la transition sont exposés. Donc, je ne sais pas grand-chose sur les détails, mais ce qui est certain, c'est que Étienne Soropogui, que je connais, et les autres, ils ne peuvent pas avoir des convocations et ne pas répondre. C'est la même chose pour Abdoulaye Oumousso, c'est la même chose pour Bilo, c'est la même chose pour Général Bailo du modèle, c'est la même chose pour tous ces jeunes qu'on est en train de traquer. S'ils reçoivent des convocations dûment formulées, ils peuvent répondre à des convocations. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et j'ai entendu le ministre le dire tout à l'heure, ça je m'inscris totalement en faux, parce que c'est même certaines informations qui circulent. Il semblerait que des gens ont établi des listes à personnes qu'il faut arrêter, qu'il faut traquer, qu'il faut neutraliser. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer, Aboubacar. C'est le minimum qu'on a. Lorsqu'on parle de notre pays, c'est de notre pays qu'il s'agit. On a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit d'être critique. Personne n'a pris une arme contre la Guinée. Personne n'a fait de la subversion contre la Guinée. Personne n'a souhaité que la Guinée soit envahie. Mais aujourd'hui, le fait de dire ce qu'on pense, ça nous vaut la mort, ça nous vaut la prison. Pourquoi ça doit Très malheureusement. Très malheureusement. La toute dernière question à vous, M. Alouba, posée par Mohamed Kaba. Alors, Monsieur le Président, j'ai vu le nouveau siège. Félicitations. Ça prouve que le modèle a de gros sponsors. Hein. Merci. Voilà, vous avez de gros sponsors. Ouais, moi, tu fais partie de ceux qui cotisent pour le modèle. D'accord. Il faut que tu prennes ta carte membre. Je suis en politique. Alors, Monsieur le Président, okay, est-ce que vous pensez comme Monsieur Abdoulaye Ba que pour maîtriser la situation aujourd'hui en Guinée, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale?
En 30 secondes, s'il vous plaît. Bon, écoutez, oui, vous savez, c'est entre autres des options qu'il faut envisager. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à avoir des initiatives comme ça. C'est pas mon idée à moi. Pour le moment, moi, ce sont des choses qui ne me traversent pas l'esprit, honnêtement. S'il le pense, certainement, il a des arguments pour pouvoir le justifier. Peut-être d'autres le pensent comme lui. Lorsqu'on aura un dialogue et qu'au bout, tout sera apaisé, peut-être bien que pour mettre en application les conclusions qui en résulteront, peut-être une option comme celle-là pourrait être envisagée. Toujours est-il que un parti politique n'est pas créé pour courir derrière des postes dans une transition. Un parti politique est créé pour aller compétir aux élections, gagner des voix et disposer conquérir le pouvoir. Au niveau local, au niveau national. Conquérir le pouvoir. Bien entendu. Oui, Jamy, ce n'est pas du tout totalement clair. Qu'il faut avoir. Un tout petit mot, voilà. Aliou, sur l'ouverture du procès du 28 septembre après-demain, après 13 ans. Écoutez, oui, j'ai suivi ça de loin. Je me réjouis que cela soit enfin une réalité parce que il y a beaucoup de victimes quand même qui sont certainement décédées entre-temps, qui n'ont pas eu la chance de voir le procès se tenir. Il ne faudrait pas qu'on attende aussi que les coupables disparaissent au fur et à mesure pour tenir le procès. C'est toujours bien qu'un tel procès d'envergure mondiale, parce qu'il faut le dire, les Nations Unies ont été claires, les massacres du 28 septembre sont considérés comme étant un crime contre l'humanité. Donc ça va au-delà de la Guinée, ça concerne le monde entier. Donc les regards sont sur la Guinée. J'espère que les autorités qui ont eu la volonté de le faire seront à la hauteur de la tâche. Mais toujours est-il qu'il faut être très très vigilant parce qu'un procès de cette envergure, il faut maîtriser tous ses contours, surtout que c'est un procès aussi à caractère politique, donc il ne faudrait pas s'en servir pour détourner l'objectif qui est de rendre justice, que les coupables soient punis à la hauteur de des actes qu'ils ont posés et que les victimes soient reconnues et réhabilitées. Bien dit. Je pense qu'on va suivre comment les choses vont se dérouler. Vous me permettrez de terminer pour Mohamed Kaba qui avait déjà amorcé un truc. Je disais que oui, effectivement, le modèle a un nouveau siège. C'est une occasion pour nous de le dire. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour financer son obtention, en l'occurrence nos militants et sympathisants, nos structures au niveau national et international. Et vous savez aussi, nous avons cette chance. Le modèle, depuis sa création en 2018, n'a jamais manqué de tenir régulièrement ses activités dans son siège et en dehors de son siège. Donc c'est un parti qui grandit à petits pas, c'est vrai, mais c'est un parti qui grandit quand même. Avec lequel il faudra compter, surtout lors des prochaines échéances électorales, pourquoi pas la présidentielle. Grand merci à vous, M. Alouba. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien, ça n'est terminé pour aujourd'hui. Nous fermons portes et fenêtres de ce numéro de Mirador en ce lundi. Merci à tous les 6. Merci à nos équipes à la régie, à la transmission, sous la conduite de Alpha Diaouné, le Smart Tech. On se retrouve demain matin pour continuer l'aventure. Derrière nous, le débat en langue Soussou avec Ousmane Tolo et toute son équipe. Grand merci. Merci de rester sur Film FM. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.